Je m'appelle Guillaume Berson, je suis spécialiste technique des logiciels AECO, principalement sur l'infrastructure, mais on va aborder des nouveautés sur un petit peu tout aujourd'hui. Le plan de la présentation, donc on va reparler un tout petit peu de format. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais on va parler de choses un tout petit peu différentes et avec certaines annonces. L'intelligence artificielle, on est obligé, on ne peut pas y couper. Ça fait partie de la stratégie Autodesk. Et il y a des choses, vous allez voir, des cas concrets. Alors, contrairement à ce qui a été dit, je ne vais pas démarrer AutoCAD ou Civil 3D aujourd'hui. J'aurais aimé, hein, ça aurait été bien, on aurait pu se faire une demi-heure d'AutoCAD. Mais ce ne sera pas le cas. On va parler aussi après des nouveautés, là plus centrées sur les logiciels directement, avec des exemples. Certains rappels de choses qui sont disponibles mais qui sont très récentes. Je sais que vous n'avez pas tous forcément les dernières versions des outils, donc on va en parler sur la partie bâtiment, infrastructure, et on finira par la partie capture de la réalité. Donc la plateforme format. Alors, le message important de ce qu'a dit Emmanuel, c'est que l'objectif de format, c'est de couvrir tout le cycle de vie d'un ouvrage et aussi de pouvoir permettre à toutes les industries de travailler sur cet outil. Le deuxième message qui est important, c'est ce changement de nom. Un changement de nom, mais qui techniquement ne va pas changer grand-chose pour vous. Il n'y a pas de passage, d'envoyer des données vers un nouveau serveur ou quoi que ce soit. Vous allez rester dans votre environnement que vous connaissez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, on change encore un nom de quelque chose. Même pour nous, il va falloir qu'on s'y habitue, évidemment. Donc, Docs devient Format Data Management. Ce format Data Management, une des annonces qui a été faite, c'est qu'il y a une version spécifique de format Data Management qui s'appelle Format Data Management Essentials. Donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est que ce serait un petit peu comme un Autodesk Docs, une version light. Par contre, l'avantage de cet outil, et c'est ce qui a été annoncé à Autodesk Université, c'est que tous les utilisateurs qui n'ont que des licences AutoCAD, Revit ou Civil 3D auront un accès aussi à cet outil-là. Donc nous, l'objectif, c'est de permettre à un maximum d'utilisateurs de pouvoir utiliser les outils cloud d'Autodesk. Donc jusqu'à maintenant, il fallait avoir un abonnement Autodesk Docs ou il fallait avoir une AEC Collection, par exemple. Et là, eh bien, si vous êtes utilisateur uniquement d'AutoCAD, Revit ou Civil 3D, vous aurez cet accès. Donc ça va vous permettre de travailler de manière collaborative, de stocker les fichiers dans le cloud Autodesk. Je rappelle, c'est de manière illimitée avec Autodesk Docs, donc format data management. La liste exacte des différences qu'il y a entre l'abonnement normal et Essentials. Voilà, il y a quelques différences. Je ne sais plus si on peut les retrouver en ligne. Il doit y avoir une page quelque part qui décrit ça, mais c'est encore nouveau, c'est pas encore mis en place. On ne sait pas exactement quand ça sera disponible. À un moment donné, les utilisateurs auront accès à ça. Évidemment, on n'a aucune date pour l'instant. C'est aussi important de voir qu'on a une stratégie de déploiement local. Donc, il y a certaines localisations pour stocker vos données qui sont historiques. Il y en a eu des nouvelles très récentes qu'on voit en vert ici sur l'écran. Et on va continuer. On n'a pas la roadmap exacte. Je ne peux pas vous dire ça va arriver dans tel pays à telle date, etc. Mais on voit que cette stratégie, elle est importante. C'est des retours qu'on a de nos utilisateurs. Et on a bon espoir que ça arrive en France un jour. Là, pareil, je n'ai pas de date, j'ai rien, j'ai aucune confirmation. On espère que ça arrive. Donc, vous pouvez toujours stocker de manière plus locale dans le ACC Europe. Ça, c'est possible depuis quelques temps. Maintenant, on a déployé l'Allemagne et les UK. Donc, voilà, on espère que la stratégie continue pour l'Europe comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Voilà pour la partie format. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle. Il y a des choses assez intéressantes à dire. Alors, les piliers, ça avait déjà été évoqué l'année dernière, on avait déjà fait une réunion comme ça, on avait évoqué ça. Les trois piliers pour nous de l'IA, c'est que l'objectif, ce soit, c'est un petit peu clair, j'espère que vous voyez bien quand même, ce soit d'améliorer l'ingéniosité humaine. Le but n'est pas de remplacer les utilisateurs demain, mais plutôt de leur apporter des capacités supplémentaires. Construire des partenariats de confiance et le but, c'est aussi d'avoir un monde plus vertueux. Donc le but n'est pas d'utiliser l'IA pour faire tout et n'importe quoi. La partie confiance, elle est très importante, et notamment sur la transparence. Alors pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà été sur ce site. Si jamais vous avez besoin, il y a un QR code que j'ai mis ici qui va vous envoyer directement sur ce site-là. Chaque fois que dans un logiciel Autodesk, on utilise de l'IA, il y a normalement, alors à moins qu'il y ait des choses très très récentes et que la carte n'existe pas encore, mais il y a ce qu'on appelle des AI Transparency Cards qui vous permettent d'avoir des informations exactement sur la manière dont on utilise l'IA. Donc le but, c'est que ce soit le moins opaque possible, qu'on vous donne le plus d'informations possible. Donc là, on retrouve un extrait à gauche des différentes cartes qui existent. Quand vous cliquez sur l'une de ces cartes, on voit par exemple pour AutoCAD, il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités dans AutoCAD qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et donc, vous retrouvez ces informations.
Il y a beaucoup d'informations différentes. Si vous allez un tout petit peu plus bas dans la page, il y a une FAQ qui vous donne exactement les informations de ce que chaque information vous donne. Et vous allez pouvoir mieux comprendre. Donc on ne va pas passer en revue tout ça, mais sachez que c'est disponible sur cette page web et vous pouvez comprendre exactement ce que fait chaque fonctionnalité d'IA. Maintenant, je vais aborder deux notions qui sont importantes pour ce qui va être annoncé juste après. La première notion, c'est la notion d'API. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Les API, ça fait depuis très très longtemps que Autodesk en met en place. Quand AutoCAD était disponible sur le Minitel, de ce que je me souviens, il devait déjà rien avoir. Donc, chaque outil Autodesk, ou quasiment tous les outils, ont une API. Non, ça n'existait pas pour de vrai, c'était une blague. Je vois qu'il y en a qui se posent la question. Donc là, je vous mets quelques exemples d'API, mais en réalité, il en existe plus de 70. L'objectif, c'est de pouvoir accéder à nos outils grâce à de la programmation. Si demain, vous voulez automatiser une tâche sur Revit, sur Civil 3D, vous pouvez le faire grâce à nos différentes API qui sont disponibles. Ça, c'est une première notion qui est importante de comprendre et qui est assez stratégique pour nous et qui donne pas mal de pouvoir aux utilisateurs en plus. La deuxième notion, c'est les MCP. Alors ça, c'est tout nouveau. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus en ligne. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît, ceux qui ont déjà entendu parler des MCP? Je ne vous demande pas ceux qui connaissent, mais à peu près la moitié de la salle. OK. Donc, ceux qui suivent un tout petit peu l'IA ou qui regardent YouTube, il y a plein maintenant de vulgarisateurs. Et on parle beaucoup de MCP. Donc, c'est modèle contexte protocole. C'est une manière qu'on va avoir pour permettre au LLM, donc au Large Language Model, d'avoir de nouvelles interactions, notamment ce qu'on voudrait. Donc un LLM, c'est n'importe quoi, vous êtes avec ChatGPT, vous posez des questions, il sait vous répondre, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il sait faire des actions? Si vous lui demandez « rajoute-moi une tâche dans Outlook », il ne sait pas le faire. Il n'est pas connecté à votre outil et il n'a pas une capacité à le faire. Donc là, on va avoir pour nous des modèles LLM avec lesquels on va pouvoir discuter. Et de l'autre côté, on a nos outils. Pour l'instant, ils sont bloqués, on ne sait pas avoir des interactions de l'un vers l'autre. L'objectif des MCP va être de permettre d'avoir un protocole normé pour pouvoir permettre à ces LLM de pouvoir interagir avec ces outils-là. Et notamment, ça passe par donc, un protocole spécifique, mais également des serveurs spécifiques qui vont permettre d'avoir ces interactions-là. Donc, c'est des capacités qui vont être très intéressantes, évidemment, et je vais pouvoir vous montrer quelques exemples après. Il a été annoncé à Autodesk Université, il existe une page, là aussi je vous ai mis un QR code si vous voulez la scanner. On va mettre bientôt à disposition des serveurs MCP en bêta. Ça veut dire que dans un avenir proche, là aussi on n'a pas de date exacte, vous allez pouvoir interagir avec les outils grâce à ces serveurs MCP avec vos LLM. Vous allez pouvoir poser des questions et il se passera des choses. Il existe déjà des serveurs MCP qui sont non officiels. Des serveurs MCP, il y en a plein depuis que ça a émergé. Il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas officiels. Ça veut dire que si vous avez un serveur MCP qui vous permet d'interagir avec vos données qui sont dans ACC, si vous passez par un serveur pas officiel, vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer. Avec Autodesk, l'objectif, c'est quand même que nous, on contrôle ça et qu'on vous donne une assurance de ce qui va se passer derrière. En tout cas, là, on a 4 exemples. Alors, jusqu'à pas longtemps, il n'y en avait que 3. J'y suis retourné hier et il y en a un nouveau qui est apparu. C'est sur le LED Autodesk. Donc, évidemment, ça, c'est une donnée qui est très importante. Depuis qu'on met des logiciels en place, on a une aide qui explique plein de choses. Bah, ça, pour l'IA, c'est extrêmement important d'avoir toutes ces informations. Comment on utilise un outil? En fait, on a déjà tout écrit. Donc, il ne tient plus qu'à l'IA d'aller voir ces informations-là derrière et de les utiliser. Donc, quelque chose qu'on a... Alors, il n'y a pas de son. Malheureusement, ça marchait très bien tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas très important. Ça, c'est une vidéo qu'on a passée à Autodesk Université, Main Stage, pour annoncer, donc, en mixant ce qu'on vient de voir, donc les API et le MCP, un nouvel outil qui s'appelle Autodesk Assistant. Il y avait quelques bribes pour l'instant, on a vu des choses ici et là, mais l'Autodesk Assistant va commencer à prendre une place de plus en plus importante et ça va être basé notamment sur les MCP, mais aussi sur les API qui sont disponibles. Bon, je vais passer la vidéo parce que là, pour le coup, s'il n'y a pas de son, c'est pas très intéressant. L'objectif d'Autodesk Assistant, ça va être de vous permettre d'accéder à vos outils en dialoguant avec l'outil, en posant des questions à l'outil, il va se passer des choses. Donc il y a 3 points qui sont importants. C'est de l'assistance conversationnelle dans n'importe quel langage. Vous savez que les LLM, vous pouvez parler dans toutes les langues. Maintenant, ça fonctionne très bien. C'est une expérience qui sera fiable et unifiée directement à l'intérieur de vos outils. Le but, ce ne sera pas de lancer ChatGPT depuis l'extérieur et qu'il se passe des choses dans votre outil, mais depuis l'outil, vous aurez un accès à cet assistant et que ce soit évidemment optimisé, rapide, avec une notion également qui est très importante, c'est la notion de contexte. Quand vous allez parler à l'assistant, il saura dans quel logiciel il se situe et il sera capable de vous répondre de manière plus précise. Donc la manière dont ça va fonctionner,
Vous avez Autodesk Assistant dans n'importe quel outil, vous êtes dans Revit, vous lancez l'Autodesk Assistant, vous formulez une demande grâce au serveur MCP, les API, les notions qu'on a vues, le contexte global, est-ce qu'il y a d'autres fichiers qui sont disponibles dans mon répertoire, est-ce que j'ai des informations dans l'aide qui vont aussi me permettre de répondre à l'utilisateur, et bien tout ça va permettre de donner une réponse, soit de vous donner une réponse textuelle, soit de réaliser des actions pour vous dans le logiciel, et on va voir 3 exemples directement ici. Donc le premier exemple, c'est sur Revit. Donc là, vous voyez que sur la fenêtre de droite, on a un assistant. Alors, c'est un tout petit peu petit, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, l'utilisateur demande le ratio mur-fenêtre sur la façade sud. L'assistant va dire OK, tu veux des informations, il va vous donner un résultat, il va vous dire il y a 60% de ratio entre les deux, avec une surface pour les fenêtres, une surface pour les murs. Ensuite, l'utilisateur demande est-ce que tu peux me changer toutes mes fenêtres de tel modèle, de telle famille, vers telle famille, et automatiquement, l'assistant, pour vous, va venir changer toutes ces fenêtres. Évidemment, ça pourrait se faire avec quelques clics, mais là, l'intérêt, c'est que potentiellement, quelqu'un qui est un utilisateur débutant peut aussi utiliser ça pour le faire. Ensuite, il y a un autre prompt, il lui dit est-ce que tu peux créer une nouvelle vue de plan d'étage avec le niveau 1 ? Il crée un plan d'étage, je lui demande est-ce que tu peux appliquer un gabarit ? Il applique un gabarit. C'est pareil, là aussi, on pourrait tout faire avec des clics, mais là, c'est l'assistant qui le fait directement pour vous. Et la dernière étape, c'est qu'il va lui demander de créer une feuille avec telle présentation et il va mettre cette vue-là directement dans une présentation, comme on le voit ici. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Je crois qu'il y a déjà des choses en bêta qui sont disponibles. Alex, je ne sais pas où est Alex, tu peux me confirmer qu'il y a déjà des choses en bêta à l'heure actuelle, hein ? Ok. Sur Feedback Community, on peut déjà l'essayer. Donc là, si demain vous voulez tester, eh bien c'est en bêta. Deuxième exemple, avec Civil 3D, là, l'utilisateur va demander, on peut imaginer aussi, alors soit quelqu'un qui maîtrise déjà bien Civil 3D ou quelqu'un qui ne connaît pas trop mais qui a envie de visualiser quelque chose, il va dire, j'ai besoin que tu vérifies que mon projet a été fait correctement, je voudrais que tu m'affiches les éléments de ma surface topographique d'une pente inférieure à 0,5% de telle couleur et d'une pente supérieure à 6% d'une autre couleur. Automatiquement, là aussi, encore une fois, on pourrait le faire par des clics, mais l'assistant va le faire pour vous, il va même vous donner la liste de tout ce qu'il fait, et il vous donne des résultats, et il change l'affichage pour vous. Il vous affiche en vert tout ce qui est OK, et en rouge tout ce qui potentiellement nécessiterait d'aller avoir une petite réflexion et voir ce qui se passe à cet endroit-là. Vous voyez, il vous répond, il vous donne des informations sur la surface, sur ce qu'il a fait. Donc là, vous pouvez aussi lui demander des choses, typiquement, crée-moi un tableau récapitulatif de telle chose, et il va le faire pour vous, et vous allez comme ça dialoguer avec l'assistant directement dans Civil 3D. Là, j'ai pas de vidéo pour ça. Je crois que Guillaume, qui fera la dernière présentation de la journée, aura une vidéo. C'est également sur ACC. On peut imaginer, sur ACC, vous avez stocké des fichiers. C'est très intéressant. Mais est-ce que vous pouvez utiliser cette donnée ? On a évoqué la donnée granulaire. Donc, on va avoir accès de plus en plus facilement avec cette donnée dans Autodesk Format. Et bien là, on peut typiquement tester, est-ce que tu peux me créer une liste des fournisseurs agréés pour ce projet ? Puisqu'on a été voir dans des informations dans les fichiers PDF, il y a déjà des choses qui fonctionnent avec l'IA là-dessus. Montre-moi toutes les demandes d'informations qui ont été créées cette semaine. Donc là, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir récupérer. Ou ajoute-moi des utilisateurs. Alors là, c'est pour ça que je vous évoquais les MCP qui sont non officiels. On peut le tester, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des informations sur les utilisateurs, etc. avec un MCP non officiel? Pas forcément. Là, avec ces outils-là, vous allez pouvoir demander, je veux rajouter telle personne à tel projet, et ça va le faire pour vous. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation de l'assistant dans ACC. Alors, il existe déjà l'assistant dans ACC. On peut faire quelques opérations, mais on va aller encore beaucoup plus loin avec ce qui va arriver dans le futur. Voilà pour ces deux premières parties. Je vais évoquer maintenant la partie un peu plus logiciel desktop. Donc, on va commencer par le bâtiment. Alors, il a été évoqué, Emmanuel vous l'a dit, Autodesk Format, ça avait le même. On parlait de la plateforme Format et puis on avait l'outil Format. Alors, c'était pas forcément très clair pour tout le monde. Et on a simplifié ça maintenant. Donc, Format, c'est la plateforme. Et on va diviser la partie logiciel Format, l'outil Format, en Format Site Design. Donc ça, c'est celui que vous connaissez à l'heure actuelle pour ceux qui utilisent Format. Et on va rajouter Format Building Design qui va vraiment être orienté sur la partie bâtiment. Donc Format Building Design, il va permettre de pouvoir faire des études avec des outils qui sont faciles à utiliser et intuitifs. Il est possible d'accéder à une liste d'attente pour accéder à cette partie spécifique de Format Building Design. Il y a une liste d'attente. Si vous voulez, j'ai mis un QR code ici, vous pouvez le scanner et vous inscrire sur la liste d'attente. On voit notamment, il y a des choses intéressantes sur la partie analyse
à l'intérieur même d'un bâtiment. Donc là, on a une vidéo qui va montrer quelques cas d'usage spécifiques. Donc vous allez voir que sur Site Design, on faisait des analyses qui étaient vraiment à l'échelle d'un site en fonction de ce qu'on avait demandé. Quand on faisait des analyses de vent ou des analyses de luminosité, ça c'était à l'échelle d'un site. Maintenant, on va avoir des choses qui sont de plus en plus centrées sur le bâtiment, avec de l'IA générative. Typiquement ici, on n'a pas besoin de modéliser fenêtre par fenêtre. C'est grâce à de l'IA qu'on va pouvoir venir ajouter ces éléments. On choisit une façade, on va lui dire que c'est une façade résidentielle de tel type. Il va venir nous ajouter des éléments comme des balcons, par exemple, et on va automatiser pour aller de plus en plus vite sur la modélisation. Là, on fait des analyses en temps réel, c'est ce qu'on avait évoqué, uniquement sur le bâtiment. On voit qu'on n'analyse pas le site, mais vraiment le bâtiment. Et on va ensuite avoir des analyses à l'intérieur même du bâtiment. Donc ça, c'est des choses, je discutais avec un client la semaine dernière qui avait justement besoin de ça et qui était passé par des choses un petit peu avec Revit, etc. Et là, on va pouvoir directement faire ça à l'intérieur de Forma, donc vérifier quel est le taux d'ensoleillement à l'intérieur d'une pièce. Ça, on va voir l'exemple là. Donc on voit qu'on commence à modéliser les intérieurs des bâtiments. Ça, c'est quand même la différence par rapport à ce qu'on faisait avec Site Design. Et on va de plus en plus faire le lien avec Revit. Donc ça aussi, c'est qu'on va un petit peu plus loin dans la partie esquisse et on se rapproche de plus en plus du BIM à l'intérieur même de cet outil Forma. Dans les choses qui ont été, dans les nouveautés qui étaient disponibles cette année, je reviens un petit peu là sur Forma Site Design pour le coup. Je crois qu'officiellement le nom a été adopté. D'ailleurs, maintenant, si vous allez sur le site officiel, il s'appelle Site Design. Il y a des nouveaux outils pour la partie terrassement qui ont été rajoutés. Donc, c'est des choses qui sont très simples, mais typiquement, j'ai un bâtiment et j'ai besoin de faire une plateforme sur le bâtiment. Maintenant, en quelques clics, je peux le faire et je récupère les informations avec des volumes. Bon, là, ils sont en pied, mais évidemment, si vous travaillez en mètres, vous les aurez directement en mètres. Dans les autres nouveautés qui ont été annoncées cette année, enfin qui sont disponibles depuis cette année, c'est grâce à ce partenariat entre Esri et Autodesk. Il y avait ce salon la semaine dernière, Esri, on en a beaucoup parlé de ça. C'est un plugin qui permet de récupérer des données de contexte à partir de vos informations SIG. Donc ça veut dire que vous avez des bases SIG dans ArcGIS ou ArcGIS Online, eh bien vous pouvez récupérer directement ces données-là dans votre projet Forma Site Design, pardon. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir exporter tout ça directement dans Revit. Donc, si vous avez des données qui vous intéressent, typiquement des réseaux ou des emprises, des informations de PLU, par exemple, pourquoi pas, vous pouvez prendre ces données-là et les exporter, donc avec le workflow qui va de ArcGIS Online jusqu'à Forma et à Revit au final. D'autres fonctionnalités là, qui sont pour le coup en développement, ça n'existe pas encore, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à la partie rendu et simulation directement à l'intérieur de Forma? On va rajouter des arbres, des véhicules. Il y a également une petite partie, vous voyez là, l'utilisateur dans la vidéo va cliquer sur intelligence artificielle et il va demander de faire des types de rendus spécifiques en fonction de ce qu'il va décrire. Donc on va pouvoir commencer à avoir peut-être pas quelque chose de réaliste, mais avec des styles en tout cas qui viennent via la description qui a été faite. On a un passage d'une caméra, on va définir, voilà, on va réaliser des rendus directement. Donc là, on évite d'aller côté Revit pour faire ce genre de choses. Ou même Twinmotion, pourquoi pas, évidemment, on a ces capacités-là avec l'AEC Collection. Une autre notion qui a été évoquée par Emmanuel tout à l'heure, c'est que on va avoir ce qu'on appelle des clients connectés à Forma. Donc Forma, il va y avoir des fichiers, il va y avoir aussi de la donnée granulaire. Évidemment, ce serait très intéressant que nos outils puissent aller se connecter directement à Forma et qu'on ait ces passerelles qui soient de plus en plus simplifiées d'un logiciel à un autre. À l'heure actuelle, il existe un plugin, si vous voulez envoyer votre donnée de Forma vers Revit, on peut le faire, mais ça demande un petit plugin supplémentaire. Ça va être de plus en plus transparent. Ça, le but, c'est que l'utilisateur, il ne se pose plus trop la question dans quel logiciel il est, mais que dans tous les cas, il puisse récupérer cette donnée-là. Donc le premier client connecté à la plateforme Forma sera Revit. Évidemment, l'objectif est de ne pas le limiter à Revit, mais on va aller vers d'autres outils, comme par exemple Civil 3D. Donc des exemples concrets de ça. Le premier, vous êtes dans Forma Site Design, vous avez modélisé quelque chose, vous allez pouvoir directement l'intégrer à Revit et vous allez avoir un petit bouton. Là, vous avez un fichier RVT, vous allez pouvoir avoir un bouton pour vous ouvrir directement. Donc, on a de moins en moins en fait ce besoin d'exporter des fichiers pour passer de l'un à l'autre, mais via cette donnée granulaire et grâce à la plateforme Forma, on va pouvoir faire ces opérations-là et directement, j'ouvre mon modèle Revit avec tout ce que j'avais modélisé dans Forma. Également, ce serait intéressant de pouvoir accéder aux outils d'analyse depuis Revit. Et c'est ce qui va se passer grâce à cet outil et cette plateforme Forma. Je vais pouvoir avoir, vous voyez qu'ici on a un panneau sur la droite qui s'appelle Forma et je vais accéder à mes outils d'analyse, je vais faire mes analyses directement depuis Revit. Donc là encore une fois, le but c'est de se dire,
je n'ai pas besoin de réfléchir dans quel logiciel je suis. Je vais pouvoir accéder à tous ces éléments-là depuis n'importe quel logiciel. Donc là, Revit va accéder à ces données-là directement. Et donc, on voit ici une analyse de vent qui apparaît directement depuis notre logiciel Revit. Ça avait été montré sur la scène Main Stage Autodesk Université. Et je trouve que c'est un cas qui est très concret et qui montre bien ce qu'on peut faire avec les outils. Dans les nouveautés de cette année sur Revit, on avait des affichages graphiques qui sont améliorés. On continue encore de travailler sur ça. Donc là, vous voyez à gauche, c'était l'ancien affichage. À droite, c'est le nouveau. On voit que maintenant, quand on tourne, quand on fait des orbites 3D, il y a pas déjà, c'est plus fluide et il n'y a pas un changement d'affichage qui se fait. On continue à travailler. Il y a des choses qui ont été annoncées sur, par exemple, les transparences, etc. Ça continue d'être un élément important. On a besoin de naviguer de plus en plus en 3D dans les modèles de manière fluide, évidemment, autant que possible. Donc vous pouvez activer cette option avec les graphiques accélérés dans votre Revit. Depuis Revit 2026, on a aussi annoncé une nouvelle chose, c'est la possibilité dans Revit d'ajouter des fichiers mesh. Donc ça veut dire que dans le logiciel Recap Pro, qui est notre logiciel de nuage de points, on peut désormais faire du maillage en local. Avec ce maillage en local, on peut réaliser une classification. Une fois que cette classification est faite, on peut exporter le fichier au format RCMR, c'est Recap Mesh Revit, c'est un nouveau format. Et si vous avez installé Recap Pro 2026 sur votre machine, automatiquement, ça installe un nouveau ruban sur votre Revit dans lequel vous pouvez streamer cette donnée maillée et donc récupérer les informations. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser un objet maillé pour le transformer en tant que famille Revit. Ça, c'est quand même très puissant. Si on veut faire des simulations, c'est ce qu'on a fait en bas, par exemple. On prend un espace de travail, on le met à un autre endroit. Est-ce que je peux anticiper et vérifier que je vais pouvoir bien faire ces changements sur le terrain? Eh bien, on n'a même pas besoin de modéliser directement avec la partie maillage, on peut le faire. Alors sur la partie structure, j'ai demandé au grand maître Stéphane Balmain de me donner quelle était la meilleure information là-dessus et la meilleure nouveauté. Il m'a parlé de ça. Donc c'est la possibilité de scinder les zones qui n'était pas possible avant. Ça va simplifier beaucoup le workflow. Donc là, on voit que l'utilisateur peut scinder les zones d'armature et donner notamment des espacements différents. Et donc, on va avoir une plus grande maîtrise sur ce que l'on va pouvoir modéliser. Donc ça, directement, je crois que c'est la version 2026.3 de Revit qui a intégré cette nouveauté-là. Et dans les nouveautés qui ont été annoncées aussi à Autodesk Université, il y a pas mal de choses sur la documentation dans Revit. Donc là, je vous donne deux exemples. Ça ne se limite pas à ça, mais c'est juste que je les trouvais assez concrets. Le premier, il s'appelle Tag by Example. Donc vous allez mettre une étiquette, par exemple, de porte. Vous allez la positionner de manière spécifique. Et vous allez ensuite choisir les autres portes sur lesquelles vous voulez l'appliquer. Il va comprendre ce que vous avez fait sur votre première porte et il va appliquer la chose de la même manière sur les autres. Donc ça, c'est utilisation assez intéressante. La même chose ici, on positionne une étiquette de manière spécifique, on sélectionne et il va comprendre comment on l'a fait, il va l'appliquer de manière similaire au reste. Une deuxième chose, sur les escaliers, donc là on a la possibilité désormais de gérer les numéros de marche qui sont avant le trait de coupe et après le trait de coupe. Donc là on voit que l'utilisateur va mettre des couleurs différentes. On va également pouvoir désormais changer le type d'affichage et la police d'écriture notamment. Donc c'est des choses qui vont dans le sens d'une plus grande facilité de documenter nos plans. Donc une fois qu'on a un modèle, comment est-ce qu'on génère des feuilles de manière plus rapide avec les styles que l'on veut, et bien tout ça va dans le bon sens. Et la dernière nouveauté, je pense que c'est la dernière, qui a été annoncée en développement, c'est ce qu'on appelle les murs par hôte. Donc vous savez, dans Revit, quand on positionne une fenêtre ou un mur, il y a un hôte qui est un mur, mais là on va pouvoir avoir un mur qui avec un hôte en tant que mur. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez ça, vous pouvez déplacer le premier mur, ça va automatiquement déplacer le deuxième. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils apparaissent en rouge aussi, puisqu'on a cette capacité de gérer l'affichage en fonction du type. On peut différencier les murs qui sont hautes d'un mur directement dans Revit. Ça, c'est sur la partie affichage. Donc je crois que là, on va voir dans l'exemple, il va prendre un mur, il va complètement le décaler, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle, et ça va automatiquement changer l'orientation des deux murs en même temps. Je pense qu'on va le voir ici. Alors on peut évidemment choisir de supprimer la relation entre les deux murs. Et on voit qu'ils sont complètement solidaires. Il va faire une rotation, il va le déplacer. Et le premier mur suit exactement. Maintenant, sur la partie
AutoCAD et infrastructure, j'irai un tout petit peu vite sur l'infrastructure, puisque Guillaume Joubert va en parler juste après de manière un peu plus détaillée. Des choses à retenir sur AutoCAD, alors forcément, et sur Civil 3D aussi, puisque les deux sont liés, Civil 3D étant une surcouche à AutoCAD. On a augmenté de manière assez importante l'ouverture d'AutoCAD et l'ouverture des fichiers quand ils sont stockés sur un serveur local. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants et on travaille depuis plusieurs années maintenant à faire en sorte qu'AutoCAD aille de plus en plus vite quand on travaille sur les fichiers, quand on ouvre des fichiers ou quand on ouvre AutoCAD tout simplement. Également, on a dans la version 2027, a priori, ce sera disponible, ce passage d'une présentation à une autre qui sera de plus en plus rapide également, jusqu'à 6 fois. Sur AutoCAD, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont disponibles grâce à l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années maintenant. Donc, je crois que ça a commencé en 2020-2021. Et là, on a un résumé de tout ce qui est possible. Donc, on peut placer des blocs grâce à l'IA qui vont se mettre de manière intelligente. On peut faire une recherche, et je vais vous montrer juste après un exemple, d'entités qui peuvent être converties en blocs. Il y a l'IA qui va tourner, qui va vous donner ces informations-là. On peut avoir de l'analyse directement avec, si quelqu'un a pris un plan et qu'il a fait des annotations dessus à la main, il va avoir une analyse pour comprendre ce que l'utilisateur a voulu vous dire. S'il a barré un texte, par exemple, il va vous proposer automatiquement de supprimer le texte puisque c'est ce qu'il sera suggéré via la notation manuelle qui a été faite. Ça, c'est une des fonctionnalités. J'en montre juste une seule, c'est détecter et convertir. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va lancer la fonctionnalité détecter et convertir. AutoCAD va rechercher dans l'intégralité du dessin s'il n'y a pas des groupes d'entités qui se retrouvent à plusieurs endroits de manière similaire, auquel cas on pourrait avoir besoin de les convertir en blocs. Là, c'est exactement ce qui est fait là. On trouve que ces éléments, on voit bien que c'est des chaises, mais en l'occurrence, ce n'est pas un bloc chaise, mais on voudrait le transformer. Eh bien, on va pouvoir le faire. On peut imaginer, je ne sais pas, un utilisateur qui a explosé des blocs ou qui les a mal modélisés. Eh bien, on va pouvoir automatiquement les transformer en blocs. Soit on utilise un bloc existant, soit on crée un nouveau bloc, on choisit le point d'insertion, on choisit le nom, on choisit le calque, on a la main sur tout ça, bien évidemment. Il y a eu des webinaires sur toutes les nouveautés AutoCAD, si ça vous intéresse de voir ce qu'il y a eu et ce qui a été annoncé. On a fait au moins 2 ou 3 webinaires depuis l'année dernière là-dessus. Maintenant, sur la partie infra, donc c'est là où je vais passer assez vite. Régression linéaire, donc à partir des données topo, des données relevées, on a un nouvel outil maintenant pour reconstituer l'axe théorique. Je ne vais pas revenir dessus, ce sera expliqué tout à l'heure, mais ça permet d'avoir la main de manière plus précise sur la recréation d'un axe théorique à partir de données terrain qui ont été relevées. On a également, et ça c'est très important, c'est un nouveau viewer 3D qui est beaucoup plus puissant. Alors je vous donne juste un exemple. J'ai testé d'avoir un MNT, un modèle numérique de terrain maillé dans Civil 3D de plus de 10 millions de triangles et je l'ouvre sans aucun problème et je me le manipule directement dans ce nouveau viewer 3D. Un des gros avantages, c'est que ce viewer-là, on peut l'ancrer sur un autre écran, on n'a pas besoin de le fermer à chaque fois et on demande d'envoyer des éléments petit à petit dans le viewer 3D. Ça c'est très puissant par rapport à ce qu'on avait avant. Également, sur la partie infra, on va travailler de plus en plus sur les objets paramétriques. Donc, pas besoin de modéliser plusieurs objets de tailles différentes. Vous allez modéliser un objet et vous allez récupérer des informations pour pouvoir modifier. On peut faire ce genre de choses déjà avec InfraWorks. On va avoir de plus en plus de capacités directement dans Civil 3D. Les Civil Tools, donc on rajoute au viewer, donc on va encore l'appeler Autodesk Docs, des capacités directement de visualiser des axes de voirie notamment. On peut se positionner à une abscisse curviligne spécifique. On peut visualiser, on peut faire des coupes, etc. Là aussi, ce sera expliqué plus en détail tout à l'heure. La partie Reality Capture, vous savez qu'on peut extraire depuis un nuage de points qu'on a positionné dans le cloud Autodesk des polylines 3D de manière semi-automatisée. On donne un premier point, une direction, un profil en travers, automatiquement il recale. Ça, c'est un outil qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui a été bien amélioré, qui va de plus en plus vite et on continue encore de l'améliorer. Notamment, on travaille sur des éléments un petit peu plus fins maintenant. Donc là, on voit à gauche sur le premier exemple, il passe au travers et là, il va être capable de détecter de manière un peu plus fine maintenant ce qui va se passer et les éléments qu'il va croiser. Également, si on a des éléments en arc ou en courbe, eh bien, il va réduire le pas de détection pour avoir quelque chose de plus précis. On a également des choses qui arrivent pour la partie rail. Et jusqu'à maintenant, il fallait détecter rail par rail. Donc ça fonctionnait déjà très bien. Maintenant, on va le faire avec les deux en même temps. Si on lit ça, évidemment, avec l'outil de régression linéaire qu'on a présenté juste avant, eh bien, on va détecter en 3D dans un nuage de points et on va pouvoir reconstituer l'axe théorique directement à partir de ça. Donc ça, ce n'est pas encore disponible, c'est encore en développement. On n'a pas de date exacte, mais ça va arriver.
Sur la partie scan to BIM bâtiment, donc ça rejoint ce que je vous ai montré sur Revit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de mailler un nuage de points. Donc je suis dans Reka Pro, je vais choisir de mailler mon nuage de points. Alors un maillage, il faut savoir que de manière générale, c'est à peu près 4 fois plus léger que le nuage de points, donc c'est quand même assez intéressant. On choisit tout un tas de paramètres, évidemment. Une fois que cette donnée est maillée, on peut la classifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'un nuage de points, il faut sélectionner de manière très précise tous les points. Mettons, je veux mettre les points du sol dans une certaine classe. C'est pas évident de les sélectionner. Là, vu que ça comprend la notion d'objet, c'est beaucoup plus facile de sélectionner les éléments pour les classifier. Une fois qu'ils sont classifiés, je récupère ces classes quand je modélise dans Revit et ça me permet de cacher les éléments qui ne m'intéressent pas. Si je veux uniquement modéliser la structure, si je veux uniquement modéliser les murs, eh bien, je peux le faire directement. Je n'affiche que ces éléments-là directement dans Revit. Alors, jusqu'à maintenant, c'était de la classification manuelle. Et ce qui a été annoncé à Autodesk Université, c'est que on va avoir accès, et c'est d'ailleurs en bêta, si vous êtes inscrit sur la partie bêta de Reka Pro, vous pouvez déjà le tester, la classification automatisé, alors on va appeler ça plutôt pré-classification, c'est de l'IA, il n'y aura pas 100% de réussite, il y a peut-être des éléments qui ne seront pas bien classifiés, mais si ça fait déjà 80% du travail pour vous, eh c'est ça de gagner quand vous allez classifier ce qui reste. Donc là, au moment où vous faites la classification, vous pouvez activer l'option classification par IA et ça va récupérer les informations que vous lui demandez. Donc c'est vous qui allez définir les classes et en fonction de ce que vous lui demandez, eh bien, il va traiter ça directement. Alors pour cette première version, ce sera limité aux scans qui sont structurés, donc c'est-à-dire réalisés avec un scanner statique. Si vous avez fait du scan mobile et que le nuage n'est pas structuré, ça ne fonctionnera pas. Il faudra absolument un scan qui est structuré pour l'instant. On arrive au bout de cette présentation. Je vais conclure juste avec quelques éléments à retenir, les éléments les plus importants. Donc évidemment, la plateforme Forma qui unifie le travail et qui permet à tout le monde de se connecter à la même plateforme à toute étape du processus et sur tous les types d'ouvrages. L'assistant Autodesk qu'on va voir apparaître maintenant de plus en plus dans tous nos outils et qui vous permettra de dialoguer avec votre outil et de faire des opérations uniquement en demandant directement à l'assistant. Et évidemment, on n'abandonne pas les outils desktop, on continue d'investir massivement sur tous ces outils pour continuer d'avoir les outils les plus avancés possibles. Je vous remercie et je vais passer la parole à Jeanne-Marie.